Mesdames, Messieurs, bonjour. Jury du dimanche, e-radio, la première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne de télévision préférée, et imedia.sn, votre site de référence. Le JDD reçoit Baïsis, PDG de Siscorp Holding et président du mouvement CAR, Changement, Action, Réaction. Bonjour Baïsis. Bonjour Mamadou. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi de vous recevoir dans le berceau du Saloum. Oui. Et ce qui nous va droit au cœur, quand vous savez mon attachement à mon terroir. Une émission, vous l'avez dit, en direct de Kaolack, la capitale du Saloum. Vous tenez à préciser que vous ne faites pas de la politique au sens galvaudé du terme, mais que vous faites de la politique de développement. Une émission, vous l'avez compris, réalisée à Kaolack. La raison du déplacement du jury du dimanche est très simple. L'inauguration le 2 juillet du complexe 6 Plaza Mall, dont le promoteur est le patron de la holding Siscorp. Kaolack, le bassin arachidier, Kaolack, la ville de Baye Niasse, dont l'héritier aujourd'hui au califat vient de réussir une médiation au Darfour, Soudan. Je veux nommer Cheikh Mahi Niasse, Khalif général de la Faïda Tijane. Kaolack, la ville qui a comme maire l'opérateur économique Serigne Mboup. Mais Kaolack, c'est aussi la ville d'Ibrahima Niasse VI, dit Baye, qui n'est personne d'autre que l'hôte du JDD de ce dimanche 26 juin 2022. Vous êtes, et ce n'est pas la moindre des casquettes, banquier d'affaires. Vous portez bien la casquette d'ailleurs. Baïsi, ceux qui suivent votre trajectoire n'ont pas manqué de relever votre présence de plus en plus marquée dans votre ville et région d'origine qui est Kaolack. Vous vous y activez à travers des investissements tant au plan économique, social que politique. Qu'est-ce qui explique ce besoin de retour de l'enfant prodige? Bon, parler de retour me semble un peu, je ne voulais pas dire déplacé, parce que je ne suis jamais parti, en réalité. J'ai toujours été présent dans la mesure où toutes les fêtes religieuses, je les passe à Kaolack avec ma famille. Donc, je suis là pratiquement tout le temps dans la mesure où nous avons des investissements aussi. Ma famille, ma mère est encore là. Donc, je ne suis jamais parti en réalité. Je suis tout le temps revenu. Enraciné. Enraciné. Et je ne manque jamais l'occasion de revenir sur Kaolack. Donc, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas dépaysés quand nous revenons à Kaolack et que nous avons l'attachement de la population que nous ne voulons pas perdre avec les absences répétées. Enracinement, mais quelle est votre part d'ouverture? Enracinement et ouverture, c'est en permettant à la population, en étant ouvert à l'international, à l'extérieur où nous avons des bureaux, c'est de ramener ce que nous avons pris de l'extérieur afin que les populations, en m'ouvrant à eux par des investissements, par des actions sociales, qu'ils puissent bénéficier de cette ouverture. Oui. Voilà. Et ces cris des oiseaux qui s'envolent mais qui ont toujours l'esprit en bas. En bas. C'est ça qui vous symbolise? Voilà, c'est parfaitement le symbole que nous serons toujours partis, mais c'est pour revenir. Alors, comment le disciple de Baye Niasse et le natif de Kaolack apprécie la médiation réussie au Darfour, Soudan, de Cheikh Mahi Niasse, le Khalif général de la Faïda Tijane? Bon, moi, ça ne m'a pas surpris, parce que qui connaît Baye Niasse, qui a sillonné tous les sirs, vous n'êtes pas censé sans savoir que Baye Niasse compte des millions de disciples à travers le monde, plus que le Sénégal. Tout cela est dû donc au fait
qu'il a très tôt pu réconcilier donc, ces populations avec l'islam. Et c'est ce qui vaut à notre calife, Cheikh Mahi, de pouvoir très rapidement mettre tout le monde d'accord autour de la paix qu'à travers le Coran, à travers l'islam. Donc cette nouvelle diplomatie religieuse, je pense, méritait même qu'on lui décerne le prix Nobel de la paix. Quand on sait que les Nations Unies, toutes les grandes institutions internationales ont tout fait pour faire taire les armes au Soudan et qu'en une semaine, le calife a pu mettre tout le monde d'accord. Cela a mérité le prix Nobel de la paix. Justement, le prix Nobel de la paix, mais c'est curieux, l'invité du jury du dimanche de la semaine dernière, Cissé Kane, pense la même chose. Mais et c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Ah oui, c'est quelque chose que l'État même du Sénégal devait porter. Parce que, quand même, ils ont tout fait, ils ont tout essayé. Ils ne sont jamais arrivés depuis des années à les mettre d'accord. C'est quoi? Qu'est-ce qui a été déterminant dans cette médiation? Parce qu'il n'y avait pas la foi en ce qu'on leur disait. Parce que chaque parti pensait que, bon, telle institution ou l'autre avait pris parti pour l'autre institution. Et vous pensez que ça va être durable, ça, ce succès, et que la caution morale va être Voilà, c'est vrai qu'il y a un suivi à faire. Oui. Et je pense que c'était la part de l'État de permettre à ces érudits de pouvoir aller, de les envoyer au front pour aller parler durablement et conserver ses acquis. C'est ce qui nous aurait permis de véritablement obtenir cette durabilité-là dont vous parlez, afin que la paix puisse régner définitivement dans le Darfour. Jury du dimanche, Baye 6, Ibrahim Niass 6, dit Baye. Il est le PDG de Siscorp Holding. Vous allez inaugurer le 2 juillet prochain la première phase d'un complexe qui abrite d'ailleurs cette émission. Complexe dénommé Sis Plaza Mall. Quelle est la particularité de cet investissement? La particularité de cet investissement est que chaque infrastructure du Sis Plaza est un bijou, est un exemple en termes de grandeur. Par exemple, l'hypermarché est le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Vraiment? Et le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Bon, vous êtes, je pense, à Dakar, qui est quand même avec Abidjan, les deux plus grandes capitales, mais je ne pense pas que vous ayez vu un hypermarché de cette taille à Dakar. Donc, on commence par chez nous. Bon, donc, nous sommes sur une superficie qui dépasse les supermarchés de Dakar, parce que nous sommes pratiquement sur 6000 m² sur 2 niveaux. Bon, donc, avec 2 escalators à Kaolack, s'il vous plaît, et un ascenseur pour assurer la mobilité des personnes, pour l'ascenseur des personnes handicapées d'un certain âge, etc. Et les escalators pour faire en sorte que ce bijou dont vous parlez puisse être comparé à des supermarchés en Europe et à Dubaï, parce que n'existant pas en Afrique de l'Ouest. Et c'est un complexe. C'est un complexe qui regroupe. Il y a quoi et quoi? Oui. Donc, cet hypermarché, la station d'essence, vous me direz qu'il y en a partout. C'est la plus grande de l'Afrique de l'Ouest de par sa taille, avec 24 pistolets où on peut aligner et approvisionner 24 véhicules simultanément. 24 véhicules simultanément. Voilà sa particularité. Donc, du point de vue stockage, on stocke au-delà même de la capacité de la station avec 200 000 tonnes, 200 000 litres de carburant. Donc, on ne s'est pas tout simplement limité à approvisionner la station, mais à faire aussi des réserves pour que, comme ce qui s'est passé tout dernièrement, il y a des ruptures périodiques
de carburant, nous, on peut continuer à approvisionner nos parents de Kaolack. Oui, quelqu'un peut dire, mais un investissement quand même si important, un complexe si grand, mais pourquoi Kaolack? La question est une question naïve parce que la tendance, c'est que tout se concentre généralement à Dakar, la capitale du pays. Voilà, bon, Oui. c'est pour cette région que nos régions ne sont pas développées. Parce que si pour un but pécunier, pour qu'un retour sur investissement se fasse très rapidement, les gens préfèrent aller sur Dakar. Bon, donc, au jour d'aujourd'hui, pour développer nos régions, il faut qu'on accepte de faire un retour dans nos régions et de faire en sorte que nos investissements puissent favoriser le développement de ces régions. Des investissements de cette taille n'existent pas dans les régions, mais je pense que nous serons que des pionniers qui ont en tout cas démarré ce processus que je pense se perpétuera au niveau des autres régions. Que chacun investisse chez lui et voilà. C'est le Sénégal qui est développé. Voilà. Djem Kanam, vous le dites. Alors, le président de la République sera-t-il de la partie pour l'inauguration? C'est en principe lui qui doit présider l'inauguration. Bon, donc pour des mesures peut-être de sécurité, on attend que la présidence se prononce. Combien ce complexe vous a coûté? Bon, on est dans les 15 milliards de francs CFA d'investissement. Pour ceux qui connaissent Kaolack, au départ, quand le projet voyait le jour, on disait partout que le Maïlar Gate. Voilà, donc que je jetais l'argent par la fenêtre parce que c'était un terrain marécageux avec beaucoup de boue qui était impraticable. Il nous a fallu remblayer avec pas plus de 20 000 camions. Là où vous êtes assis, vous êtes à 1,50 m du niveau de la mer, afin qu'on puisse réaliser ces infrastructures. Pour réaliser un mall, il faut beaucoup de foncier. Et ces genres de terrains n'existent pas en pleine ville ou à proximité même de la ville. Il nous a fallu sortir un peu pour qu'à l'image des autres pays européens, américains et autres, le faire à côté de la ville afin d'obtenir donc le foncier nécessaire à la réalisation de ce mall. Oui, comment avez-vous pu obtenir ce foncier, cette assiette foncière? Avec l'appui, d'abord dans un premier temps, du maire de Ndiafat, Madame Astouniaï, parce que nous sommes dans la commune de Ndiafat. Le projet est à cheval entre deux communes, la commune de Ndiafat et la commune de Kaolack. Là, nous sommes sur la commune de Ndiafat. Elle a été la première à croire au projet et à m'aborder afin que j'amène le projet chez lui. Donc, a fait pour la première fois la délibération nécessaire au démarrage de ce projet. Nous avons, pendant un an, remblayé ce terrain parce qu'on attendait de recevoir le bail. Et c'est là que le président de la République est intervenu en je crois, 24 heures ou 72 heures, j'ai obtenu le bail. Parce qu'il a dit qu'il veut que les Sénégalais retournent chez eux pour investir, pour appuyer l'État, afin que les populations y trouvent leur compte. Et ça vous a coûté 0 franc, cette surface? 0 francs. 0 francs. Voilà. Alors, dans un pays où la question de l'emploi est prégnante et lancinante, surtout l'emploi des jeunes, je suis sûr que parmi ceux qui nous regardent et nous écoutent, il y en a qui s'impatientent de savoir combien BAI6 va créer, combien d'emplois va-t-il créer à travers ce projet? Si nous comptons l'ensemble des emplois nécessaires pour faire fonctionner l'ensemble de ces bâtiments, parce que n'oubliez pas que nous avons 4 restaurants, 4 grands restaurants, le plus petit fait 500 mètres carrés. Donc, nous avons le Home Depot et nous avons la cité, Medina Bay Waterfront.
n'est-ce pas? Nous avons le Water Park, qui est le seul en Afrique, construit à Kaolack, avec une piscine à vagues et une autre piscine à toboggan aquatique, c'est-à-dire à eau. Donc, nous estimons à 500 personnes, à 500 emplois directs, et si l'État nous accompagne, nous pourrions aller à 1000 emplois directs et 1500 emplois indirects que le Six Plaza pourrait... Comment, quand vous dites 1500 emplois indirects, 500 à 1000 emplois directs, comment comptez-vous créer la chaîne de valeur au-delà des chiffres qui sont avancés? Pour les emplois directs, c'est des emplois, des embauches. Bon, il y a les embauches, par exemple l'hypermarché qui va être ouvert peut-être jusqu'à 2 heures du matin. Il y aura 2 shifts. De la technicienne de surface jusqu'au responsable du magasin, en passant par les réunionistes, les caissières, les magasiniers, etc. Il faut compter les emplois au niveau des prestataires, c'est-à-dire les gardiens, n'est-ce pas, qui vont assurer la sécurité. Le réseau tchak-tchak, ça c'est des emplois indirects pour les livraisons. Mais les producteurs, j'imagine aussi. Les producteurs, nous sommes dans une région quand même... Au niveau indirect, il faut compter tous ceux qui sont maraîchers, les agriculteurs, ceux qui font la volaille, les producteurs de viande, de volaille, etc., qui vont avoir maintenant des débouchés qui vont livrer. Vous voyez la chaîne? C'est-à-dire que depuis que l'agriculteur a semé, après on achète l'arachide pour en faire de la pâte d'arachide qu'on va transporter à l'hypermarché pour l'exposer, le vendre. Vous voyez la chaîne des bénéficiaires. Donc on crée indirectement une plus-value pour l'ensemble des intervenants à tous les niveaux depuis le départ. Jusqu'au transporteur, celui qui vend le carburant au transporteur. Donc la chaîne est longue. Jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Nous sommes à Kaolack ce dimanche. Après cœur de ville de Kaolack by 6, initié dans le cadre des grands chantiers du chef de l'État sous la présidence de Maître Abdoulaye Wade, avant d'être repris par la société Saloum Investissement Développement de Serigne Mboup, vous lancez à votre tour donc ce complexe Six Plaza. Y a-t-il une cohérence d'ensemble entre ce que font les uns et les autres, à savoir entre l'État et le secteur privé d'une part et entre privés d'autre part? Entre États, il y a une cohérence, dans la mesure où les investissements de l'État sont destinés à favoriser l'emploi, la création d'emplois, à favoriser le développement de nos contrées. C'est ce que nous, privés, nous sommes, en tout cas nous, de Syscorp Holding, nous sommes en train de faire pour favoriser, parce que, vous l'avez dit tantôt, si c'était que pour un but pécunier, nous l'aurions fait à Dakar. Mais ça fait 5 ans que nous sommes sur cet investissement qui est très lourd, et pourtant, on n'attend pas un retour sur investissement de façon très rapide. Donc, c'est pour créer le développement de notre région et permettre à nos concitoyens de se retrouver comme les citoyens de Dakar ou des grandes capitales africaines et européennes. C'est ce qui nous a poussé à créer, comme vous dites, ces bijoux, afin que beaucoup de gens, quand ils viennent, me disent, mais tout ça là à Kaolack, bon, ça fait rire, parce que c'est comme si Kaolack, ce ne sont pas des citoyens qui doivent bénéficier du meilleur. Le marché existe. Parce que naturellement, j'imagine que vous avez fait une étude de marché. Bien entendu. Il existe. Moi, quand je viens sur Kaolack, je suis obligé d'aller dans les grandes surfaces de Dakar pour m'approvisionner. Parce qu'il n'y a rien à Kaolack. Et je ne suis pas le seul. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer que la plupart des dames de beaucoup de personnes vont à Mbour
où sont installées aujourd'hui certaines grandes surfaces pour s'approvisionner, surtout à l'occasion des grandes fêtes et autres. Vous voyez, donc le besoin est là, le pouvoir d'achat est là. Kaolack, une ville carrefour aussi. Une ville carrefour Ouais. qui aurait pu... Carrefour a été la deuxième capitale économique du Sénégal, ne l'oubliez pas. Avec de gros investissements, avec de très grands intellectuels. Alors, la question de Barham Mbaye sur Facebook, j'aimerais savoir comment M. Sis compte faire pour que cet investissement inédit, il le qualifie d'inédit, à Kaolack se pérennise. Des investissements moins importants que celui-ci sont très vite tombés à l'eau ici à Kaolack. Ne risque-t-il pas la même chose, le même sort? D'abord, comment pérenniser un tel investissement? Bon, les deux questions étant liées, bien entendu. Je ne vois pas à Kaolack un tel investissement. J'ai pas vu. Il n'y a pas d'investissement à Kaolack. Peut-être qu'il fait allusion à cœur de ville. Bon, ce n'est pas les mêmes investissements, ce n'est pas les mêmes réalisations. Ici, nous sommes dans un hypermarché, il n'y en a pas eu ici. Depuis que l'indépendance, il n'y a jamais eu d'hypermarché à Kaolack. Des restaurants, on n'en trouve pas. Les gens, ils vont dans une station d'essence et ailleurs pour aller manger. Donc, il n'y en a pas. C'est-à-dire que ce que nous avons, c'est parce que nous avons fait, comme vous l'avez si bien dit, une étude de marché qui nous a permis de savoir quels sont les besoins de la population et de ce qui passe à Kaolack. Vous savez, beaucoup de fonctionnaires qui sont affectés à Kaolack, le vendredi matin, déjà vers 11h midi, ils sont sur la route de Dakar ou chez eux. Ils repartent parce qu'il n'y a rien à Kaolack. Ils ne veulent pas faire venir leurs parents, leur famille, parce que les enfants, non seulement du point de vue des écoles, du point de vue des loisirs, ils n'ont pas où aller et ils n'arrivent pas à s'épanouir. C'est pour cela que si vous voyez, le projet est un projet intégré, où il y a des hôtels, mais j'ai renversé les deux phases parce que j'aurais dû commencer par les hôtels. La salle de cinéma, etc. Tout ça, ça va arriver. Dans la deuxième phase. Ouais. Mais c'est pour permettre à la population d'avoir à porter tout ce qui est produit agroalimentaire de qualité. Déjà. Des produits agroalimentaires de qualité. Déjà. D'avoir des lieux de loisirs où les gens peuvent aller avec leur famille. Une cité pour habiter. Donc des restaurants où les gens peuvent sortir le soir avec leurs invités, avec les autorités pour aller. En tout cas, en dehors de 2 hôtels ici, vous n'avez pas où aller quand vous avez des invités de marque. Voilà. Donc c'est pour cette raison que, pour pérenniser, nous avons fait une bonne étude de faisabilité qui nous a permis de savoir les besoins de la population et que si les populations, vous savez, cet hypermarché, c'est une franchise d'une marque à Dubaï. Et on a, comme je suis à Dubaï, mais mon siège se trouve à Dubaï, je vois que beaucoup de femmes sénégalaises, kaolackoises, quand ils viennent à Dubaï, c'est vers cette marque qu'ils vont s'approvisionner parce que les prix ne sont pas exorbitants. Okay. Donc je l'ai rapproché, donc ce business. Très bien. Salut Diop, pourquoi les opérateurs économiques préfèrent investir sur des centres commerciaux et le commerce informel et ne s'engagent pas dans l'industrie pour ceux qui en ont les moyens? Cette question vous parle? Oui, elle me parle dans la mesure où je vais interpeller le président de la République lors de l'inauguration en ce sens. Mais il y a des étapes à franchir. Avant d'industrialiser, il faut que les gens se mangent. Avant d'industrialiser, il faut que les gens se mangent et logent. Donc, ils ont besoin d'avoir un toit, ils ont besoin d'avoir, si vous industrialisez, ça va au-delà de la population
de la moyenne population. Ça interpelle les gros investissements et ça interpelle les gros business. Quand on parle de croissance et que la population ne le sente pas, c'est tout simplement parce que c'est au-dessus de la moyenne population. Et que nous allons interpeller le président pour qu'il nous accompagne à créer des zones économiques spéciales qui vont faciliter l'installation et l'implantation des investisseurs et donc de l'industrialisation. Kaolack peut donner l'autosuffisance alimentaire en huile et en énergie solaire au Sénégal. Oui, on va en parler tout à l'heure. Donc, vous êtes pour que Kaolack soit érigé en zone économique spéciale? Bien entendu. Et en zone économique spéciale qui pourrait accompagner nos projets derrière et que nous, les privés, qui se soient confiés au privé. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Je vous donne le cas au Gabon, il y en a, en Côte d'Ivoire, il y en a, où ce sont des privés qui, dans le cadre d'un PPP avec l'État, ont créé donc ces zones économiques et ont fait venir des gros industriels qui ont su développer donc beaucoup de secteurs d'activité. Alors, des investissements dans notre pays, il y en a eu. Le constat le plus souvent, d'où la question de Saliou Ciss de tout à l'heure, c'est le défi de la pérennité, de la pérennisation. Beaucoup d'entreprises, d'industries qui ouvrent, qui ferment, ça devient presque des espaces hantés, y compris dans les régions. On en a quelques exemples. Cheikh Malick Fall vous pose la question de savoir comment faire pour stopper la mort prématurée des petites et moyennes entreprises au Sénégal. Faut-il donner un état de grâce à ces entreprises en termes de fiscalité, d'1 voire de 2 ans, en échange de recrutement pour lutter contre le chômage endémique des jeunes? Très bien. Je pense qu'au départ, il faut, avant de créer quoi que ce soit, il faut faire une bonne étude de faisabilité. Vous savez, nous, dès que l'hypermarché va connaître un essor, et quelqu'un va dire, moi aussi, je vais le faire. Ouais. Le mimétisme. Le mimétisme qui tue ces PME et ces entreprises. Vous voyez, à Kaolack, on a le Domexca qui fait des tissus. Mais nous, on n'a pas de coton à côté pour faire ces tissus. C'est ce qui a amené à la fermeture de cette usine. Vous l'aurez fait au Mali, qui est premier ou deuxième selon les saisons, avec le Burkina, producteur de coton. Pour créer une transformation de ce coton en tissu ou en fil, c'était rapide, c'est possible. Mais si vous l'implantez ici à Kaolack, où il n'y a pas de coton, il faut finalement importer la matière première, ce qui va vous coûter plus cher que les tissus qu'on importe. Ouais. Vous fermez rapidement. Oui. D'où plus d'intégration. Non seulement plus d'intégration, mais que le besoin, que ce que nous ouvrons en termes de PME ou de société soit bien étudié et que ce soit faisable. Ouais. Il ne suffit pas de l'intégration avec le Mali, mais pour amener le coton du Mali ou le fil ou les tissus, il faut le transporter. Ça va s'ajouter au coût. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Bon, l'intégration, c'est chez nous d'abord, où on facilite au privé, comment il s'appelle, on lui donne certaines facilités pour lui permettre donc d'être compétitif. C'est ce que semble préconiser Cheikh Malick Fall. Donc d'où ces avantages, les incitations fiscales qui permettent à ces PME, à ces entreprises d'être compétitifs et de durablement exister. Alors, le jury du dimanche, iRadio, iTV, imedia.sn en direct de Kaolack. Nous recevons Baye Ciss, c'est le PDG de Ciss Corp Holding. Le prétexte, c'est l'inauguration de ce complexe le 2 juillet prochain. Kaolack, c'est l'agriculture,
C'est le bassin arachidier, on l'a dit. C'est un carrefour. Comment, en termes de vision, voyez-vous Kaolack aujourd'hui, mais surtout demain, en termes de projection? Plutôt en termes de projection, où nous avons donné le temps avec cet investissement, c'est pour amener les autorités et la population, les hommes d'affaires surtout de Kaolack, il en existe des milliardaires, hein, à revenir, faire en sorte que Kaolack redevienne la deuxième capitale économique du Sénégal. Le retour, vous semblez tenir à cela. Je fais un appel, je lance un appel solennel à nos compatriotes de revenir pour réinvestir à Kaolack. Le potentiel est là parce que vous l'avez si bien dit, Kaolack étant un carrefour africain, hein, pas du Sénégal seulement, parce que de la Guinée-Bissau à la Guinée-Conakry, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Gambie, vous êtes obligés de passer par Kaolack. Je ne parle pas des régions du sud, de Tamba, etc., où vous êtes obligés de passer par Kaolack. Bassin arachidier et céréalier, il y a énormément de choses à faire. Figurez-vous que ce sont les Chinois qui viennent, qui à la fin de la récolte, prennent tout, le ramènent en Chine, le transforment et reviennent nous le vendre. Oui, mais d'où l'interpellation de tout à l'heure. C'est bien de faire certains investissements, mais il faut mettre la main à la pâte d'arachide pour utiliser cette image. Voilà. Parce que le secteur privé sénégalais ne doit pas être beaucoup plus présent, bien entendu, avec l'État également derrière. Bien entendu, c'est ce que je viens de dire, qu'il faudrait que... J'ai lancé un appel pour que les Kaolackois reviennent prendre en main la destinée de Kaolack. C'est-à-dire mettre la main à la pâte. Parce que tant qu'ils ne reviennent pas, on va toujours se plaindre que les Chinois sont là. Vous entendez chaque année, hein, les paysans et autres producteurs se plaindre qu'ils n'ont pas les quotas nécessaires pour triturer l'arachide en huile, oui, parce que les Chinois ont tout pris. Et puis transformer, parce que ce qu'on remarque, c'est que, bien entendu, en ne transformant pas, l'arachide est exporté en quantité industrielle, même le sel d'ailleurs, ouais, voilà, est exporté, mais c'est des produits qui nous reviennent. Mais bien sûr. Qui nous reviennent transformés, raffinés et qui coûtent beaucoup plus cher. Mais bien entendu, ça, vous avez sel de table, dont l'origine c'est les salins ici, ou bien nos pauvres petits producteurs à qui on achète à des vil prix et qui nous reviennent transformés, finis, etc. Bon, il y a tout dernièrement un gros investissement, je crois, de 7 milliards à Fatick, hein, où on pense que progressivement que les gens vont s'y mettre et que, in fine, j'ai beaucoup d'espoir que dans les années à venir, Kaolack va reprendre sa place. Que devient le vieux projet de restauration, de réhabilitation du port de Kaolack? Ben, il y avait des débuts, oui, mais je pense qu'il y a eu des problèmes techniques qui ont fait qu'il y a eu un arrêt, parce que le pont de Foundiougne, il y a eu des erreurs techniques au niveau de ce pont, parce que la hauteur d'eau sous pont est tellement basse que les bateaux ne peuvent plus arriver au port de Kaolack. Ce pont-là qui vient d'être inauguré? Voilà. Ah ouais? Donc, ce ne sont que des barges qui peuvent venir. Donc, comment on a pu faire cette erreur? Bon, écoutez, je ne sais pas, mais ils sont en train de voir. L'investissement était déjà lancé, et c'était un investissement très lourd. Je pense qu'ils sont en train de voir dans quelle mesure, en tout cas, dans les années à venir, mais pendant ce temps, le port est là, moribond, et qui aurait pu véritablement décongestionner. Un port qui a existé à un moment donné. Et qui était le premier port. Oui, mais c'est pour ça que je disais, quelle est la cohérence d'ensemble? On se rend compte dans nos réalisations, nos infrastructures, aussi bien
public que privé, public-État, privé-secteur privé, il y a un problème de cohérence d'ensemble. Justement. On fait quelque chose, mais on ne se rend pas compte voilà, des impacts que ça peut avoir sur d'autres projets. Voilà, ça c'est au niveau de l'État, la cohérence des projets. Oui. C'est-à-dire, en voulant faire ce projet, on ne réfléchit pas aux retombées ou bien aux conséquences ou bien à la cohérence avec d'autres projets. C'est ce qui fait que aujourd'hui, avec l'arrivée de l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack, qui va relier Dakar à Kaolack en 1h45, quelqu'un va pouvoir aller travailler à Dakar le matin et rentrer le soir. S'il y avait le port, les camions maliens, il y en a 700, plus de 700 par jour, qui traversent Kaolack pour aller au port de Dakar, bientôt au port de Bargny, etc. Mais si le port de Kaolack était opérationnel, ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à Dakar. Et Kaolack n'y gagne pas grand-chose si ce ne sont d'ailleurs des enfants qu'on écrase. Voilà, parce que... une petite restauration, etc. Voilà tout ce qu'ils gagnent dans ça. Voilà, bon, donc en parlant de cohérence, effectivement, bon, quelquefois, il n'y a pas de cohérence. Alors, le défi et l'enjeu de la souveraineté alimentaire aujourd'hui, quand on regarde un peu la crise entre la Russie et l'Ukraine, c'est un sujet prégnant. Quand le président Macky Sall s'est rendu comment dirais-je, à Sochi pour rencontrer son homologue russe, le sujet a été abordé. Comment libérer les céréales pour que l'Afrique ne meure pas pour cause de famine, plus particulièrement le Sénégal. Tout à l'heure, vous avez lâché le mot en disant que Kaolack peut assurer la souveraineté alimentaire du Sénégal. Je vous retourne la question, mais comment? Oui, parce que Kaolack a toujours été connu comme étant le bassin arachidier et céréalier. N'est-ce pas? Il y a eu des années où, juste après l'indépendance, où Kaolack était premier producteur d'arachide, pratiquement presque au monde. Rien que dans la région du Sine Saloum. Bon, mais sans l'accompagnement des États et des gouvernements successifs, donc cette production s'est détériorée. En accompagnant les producteurs du Saloum, on leur aurait permis d'aller vers la culture à deux saisons, la saison des pluies et la saison d'irrigation, où on allait irriguer pour faire une deuxième saison. Nous, on a quoi? 3 mois de pluie. Dès que la saison des pluies finit et qu'on finisse avec... mais on aurait pu aller vers la culture d'autres céréales qui nous auraient permis d'assurer une certaine autosuffisance. Je parlais de l'huile avec l'arachide. Des petits producteurs auraient pu assurer l'autosuffisance en huile du Sénégal avec ce que nous produisons en arachide. Et en accompagnant ces producteurs afin qu'ils produisent plus. Et en implantant dans chaque contrée des petites unités, des micro-unités de transformation de l'huile. Mettre fin à l'extraversion de l'économie sénégalaise. Il ne sert à rien de parcourir des milliers de kilomètres pour demander la libération des céréales, alors qu'on a la possibilité de le faire chez nous. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il faudrait que nos gouvernants puissent apprécier à sa juste valeur. Si on veut sortir donc de ces problèmes, il faudrait qu'on puisse se prendre en main. Et il y a une menace plus sérieuse d'ailleurs que cette histoire de libération des céréales, c'est l'engrais. C'est une préoccupation aujourd'hui, une pénurie d'engrais, ce qui veut dire une baisse drastique de la production du peu que nous produisons. Et comment anticiper, comment régler? Est-ce que vous avez une solution? Non, la solution est là à côté. Oui. On avait les phosphates de Taïba que nous avons vendus aux Indiens qui exportent
la plus grande majorité de ces engrais. Il y a des industries qui sont stratégiques et que l'État devait garder dans son portefeuille pour qu'en cas de pénurie ou en cas de problème à travers le monde, que nous, avec ce que nous avons, nous puissions assurer en interne notre propre approvisionnement. Parlons d'un autre sujet de préoccupation pour le secteur privé sénégalais, c'est la procédure de passation des marchés publics. Il y a l'autorité de régulation des marchés publics qui existe, qui sera transformée en autorité de régulation de la commande publique. Comment voyez-vous cette transformation et en l'état actuel des choses, êtes-vous satisfait de cette procédure de passation des marchés publics si vous vous exprimez avec votre casquette secteur privé? Oui, mais bon, en tout cas, les privés se plaignent beaucoup qu'ils ne sont pas à portée des marchés de l'État. Que ce soit dans l'artisanat, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans beaucoup de secteurs d'activité où ils se plaignent de la concurrence avec les entreprises étrangères. Donc, qui viennent avec leurs propres fonds et donc où ils n'ont pas accès à ces gros marchés. Donc, au niveau de la passation des marchés, c'est pareil. Parce que les moyens que ces mastodontes ont pour faire des offres beaucoup plus alléchantes que les entreprises locales, ces gens-là ne les ont pas. Parce qu'une entreprise chinoise qui vient, il vient avec des prisonniers, par exemple, qui on ne paye que des miettes. Des prisonniers chinois qu'elle fait travailler, cette voilà, entreprise chinoise. Voilà. D'où la main-d'œuvre à bon marché. À bon marché, ce que l'entreprise sénégalaise ne peut pas faire parce qu'il prend le Sénégalais qui a un certain standing. Nous avons des prisonniers aussi. J'ai envie de vous dire les choses comme ça, bon, nous, avec tout le respect dû aux prisonniers. Voilà. Ouais. Mais c'est-à-dire que nous, la maîtrise qu'eux, ils ont pour faire travailler les prisonniers, nous, on ne les a pas. Tu vas sortir nos prisonniers, le lendemain, tu ne les vois pas. Hein? Le compte n'y sera plus. Bon, donc, c'est-à-dire, le contexte n'est pas le même. Et il y aura toujours des problèmes de passation de marché parce que les offres ont toujours eu des problèmes de compétition au niveau des offres techniques et financières. La corruption dont on parle, il faut dire les choses. Est-ce que vous la sentez? Ah oui, ne pas le dire serait vraiment malhonnête. On les sent à tous les niveaux. Au journal, au quotidien. On le sent partout. Hein. Bon, donc maintenant, comment faire c'est ça le problème. Comment l'enrayer définitivement, c'est véritablement le problème. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'au niveau passation de marché, que souvent, hein, vous lisez dans vos journaux qu'il y a eu malversation parce que l'autre est passé par là, l'autre est passé par-ci. Oui, le reproche qui est fait au privé sénégalais, c'est qu'une fois qu'il a le marché aussi, il n'assure pas d'abord le respect des délais. La deuxième chose, c'est qu'il a tendance aussi à faire des choses dont la qualité est douteuse. Est-ce que c'est une critique recevable? Elle est parfaitement recevable. Parfaitement recevable dans la mesure où quelquefois ils prennent des marchés dont ils n'ont pas le niveau ou les équipements nécessaires pour l'exécuter. Donc, on bricole. Ils n'ont pas le personnel adéquat et pour une question de marge bénéficiaire, ils vont essayer de minimiser donc les investissements à mettre dans le projet pour que ce projet soit de standard international et reconnu à la fin et recevable à la fin des travaux. Bon, donc c'est ce qui fait que j'ai entendu hier Cheikh Mahi dire que quand il a été interpellé par quelqu'un qui lui a dit qu'ils sont très fatigués, c'est pour ça que le pays a dit non. C'est parce que vous êtes paresseux. Cheikh Mahi Niass, oui. le khalife général voilà. de la C'est Faïda parce qu'ils sont paresseux. Oui. Ici, les gens ne veulent plus travailler, ils veulent gagner
l'argent facile. Si vous dormez jusqu'à midi, vous allez voir Mamoudi Ibrekan qui te donne un petit 5 000 ou 10 000. Vous allez voir Baïsis qui vous donne 5 000 ou 10 000. À la fin de la journée, vous êtes plus salarié que le maçon ou l'ouvrier ou le caméraman. Le fameux Lidjenti. Lidjenti, voilà. Bon, donc du coup, à Kaolack, maçon, après il va économiser un peu d'argent, acheter un Jakarta. Ça y est, c'est fini. Il n'est plus maçon. Voilà. On va courir un peu parce Oui. qu'il nous reste très peu de temps. Pardon, jeudi, dimanche, iRadio, ITV, iMedia.sn à Kaolack. Le secteur privé sénégalais entre Covid-19 et crise russo-ukrainienne. Comment vous vivez? Bon, Comment ça se passe? Difficilement, comme tout le monde, parce que nous sommes dans le secteur bancaire, donc ingénierie financière, levée de fonds. Et vous savez qu'une fois que cette pandémie est arrivée, tout a été fermé, confiné, il n'y a plus d'avions, les aéroports sont fermés, les banques travaillaient à distance, donc télétravail, il n'y avait plus de travail. Bon, donc nous sommes restés pratiquement 2-3 ans sans activité. Et bon, comme pratiquement toutes les autres branches, les hôtels, moi je devais ouvrir un hôtel au mois de mars qui n'est toujours pas ouvert. Et la crise également russo-ukrainienne la crise russo-ukrainienne est venue maintenant s'y ajouter et qui fait que au niveau économie mondiale, il y a des problèmes partout. Comment relancer et comment arriver à l'émergence économique dont on parle, dont on rêve? Quelle est votre vision? D'abord de la relance, mais aussi de l'émergence véritable. Ma vision, c'est au niveau d'abord local. Oui. Quand je parle local, du Sénégal, qu'il faut relancer. Il faut relancer certaines activités avec l'appui de l'État, qui peut mobiliser des moyens que les privés ne peuvent pas mobiliser. Ou bien permettre à ces privés, parce que ce sont les PME, ce sont les privés qui peuvent apporter cette émergence. Quand le BTP va, tout va. C'est de créer les besoins d'une création de beaucoup d'infrastructures rentables qui permettent à tout le monde d'avoir du travail, d'abord en interne, qui permettent aux agriculteurs de nourrir suffisamment la population et de ne plus importer. Vous voyez ce que nous importons en riz, ce que nous importons en huile, et en sucre annuellement, c'est énorme. Si on arrivait à garder cet argent et à le reproduire et à l'investir localement, permettre aux privés de le faire, je pense que l'émergence pourrait partir de là. Mais aussi des espaces plus larges aussi. C'est vrai, le local c'est bien, mais un espace plus étendu. Je fais allusion à la ZLECAf, la zone de libre-échange économique en Afrique. Bon, vous qui vivez à l'extérieur une bonne partie de l'année. Vous savez, je n'y crois pas trop parce que de la même manière que les Européens ont pu se regrouper, que les États-Unis existent, les Émirats existent, nous, Africains, on est plus ou moins égoïstes. Bon, chacun se dit, oui, moi, vous savez, nos États vivent de douane. Sur le budget de l'État, peut-être 45% viennent des impôts et de la douane. Si vous ouvrez de l'intra-trade en Afrique, donc on perd immédiatement, à moins que par un système de redevance ou de reversement de ces droits de douane, quand vous dédouanez à une frontière, des produits qui viennent de l'extérieur, vous dédouanez à Abidjan, parce que ça vient des États-Unis, il faut que Abidjan reverse à la communauté africaine pour que chacun se retrouve au niveau donc, de ce dédouanement-là. Vous semblez préconiser la prudence par rapport à cette zone de libre-échange? Non, ce sont les États qui sont prudents. Oui. Parce que chacun vous privez, non. Non, Nous, vous dites allons-y. Nous disons allons-y, fonçons, et on a besoin de cela. Mais ce sont les États qui se disent qu'ils vont perdre de leur souveraineté économique parce que le budget peut-être va éclater. Alors, le secteur privé d'un pays est à l'image de son économie de manière générale. On parle beaucoup de champion économique. Vous considérez-vous comme un champion économique? En existe-t-il véritablement au Sénégal? Non. Il n'en existe pas dans la mesure... Bon, il y en a eu qu'on a créés, qui ont été créés sous Wade, par exemple. J'en connais que c'est Abdoulaye Wade, en les accompagnant, qui a fait des champions.
Mais véritablement, si vous regardez les champions du Sénégal, c'est des self-made men ou c'est des entreprises familiales qui ont perduré. Ces champions qu'on crée là, il faut les créer, c'est une bonne chose. Non. Mais il faut en assurer peut-être la durabilité, la survie. Vous allez au Nigeria. Oui. Tous les champions ont été créés. Dangote a été créé de toutes pièces par le président Obasanjo. La première fortune africaine aujourd'hui. La première fortune africaine aujourd'hui, au départ, n'avait rien du tout. Il a été créé de toutes pièces par Obasanjo, qui avait commencé à lui donner l'importation du ciment et autres produits, et a bloqué toute autre importation. Et après, il l'a favorisé à monter les premières usines, et à partir de ce moment, a interdit toute importation d'usines finies, de ciment fini. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on crée des... Et vous avez vu, il y a eu une succession au jour d'aujourd'hui. Ce qu'un Nigérian peut faire, aucun étranger n'est autorisé à le faire. À moins que vous vous joignez en joint venture avec un Nigérian pour le faire et que c'est le Nigérian qui va dominer dans le capital. Et aujourd'hui, Dangote est bien présent au Sénégal à travers ses ciments, ne serait-ce que pour donner cet exemple. Voilà. Est-ce qu'inversement, il y a un Sénégalais assez lourd présent au Nigeria ou... Du tout. Ouais. Alors, nous, on est loin. nous allons terminer cette émission, mais en prenant 2 minutes avec la permission de notre réalisateur, parce qu'on ne peut pas venir à Kaolack ne pas parler de politique. C'est la ville d'Ibrahima Seydou Ndao, de Moustapha Niasse, d'Abdoulaye Diack et de tous les autres. Alors, quelle est votre analyse de la situation politique actuelle, une situation de tension à l'approche des élections législatives, des manifestations qui se soldent par des morts, des blessés, mais aussi des arrestations? Il y a un non-dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Quel est votre avis, vous, en tant que président du mouvement CAR, parce que vous soutenez l'action du président de la République, Macky Sall? Voilà, c'est dommage de le dire, hein, cette tension, mais le Sénégal a toujours connu ces tensions à l'approche des élections. Maintenant, il faut qu'on puisse dépasser ces comportements qui se répètent à chaque fois que les élections arrivent, parce qu'il faut mettre en avant la population et non les politiques. Parce que les politiques, c'est une question d'ordre tout simplement d'intérêt personnel. Une fois qu'ils sont élus députés, c'est fini, hein? On ne les entend plus. Une fois qu'ils sont élus maires, on ne les entend plus. Et pendant ce temps, la population qui est là, qui attend de se nourrir, qui attend de se loger, qui attend des lendemains meilleurs qu'on tue, etc. Mais on les met où? Donc il faudrait que, par le dialogue, hein, par la communication, par les échanges, que les gens puissent s'asseoir parce qu'ils sont tous des Sénégalais. Mais il faut peut-être que le secteur privé se fasse davantage entendre, non? Oui, mais vous savez, au Sénégal, dès que vous parlez de politique, on vous met dans un camp. C'est pour cela que les privés souvent évitent de se mêler à la politique. Dès que vous parlez, vous dites que bon, le président est joli, il est bon, il est gentil, on dit oui, c'est un maquiste. Dès que vous dites que bon, l'autre opposant, telle chose, on dit bon, voilà, il est contre. Mais ça dit que vous n'avez pas voix au chapitre. Oui, mais justement, c'est ça qu'il faut refuser. Voilà. Puisque ce pays, mais justement, nous le partageons. Est-ce que vous entendez dans les discours des politiciens parler de programmes économiques, de comment développer le pays, de comment faire en sorte que la région dépasse? Non, c'est seulement des invectives, des insultes, etc., qui n'avancent en rien les privés. Seriez-vous favorable ou pas à un report des élections législatives prévues le 31 juillet? Si ça peut véritablement apaiser le climat actuel, parce qu'un seul mort, c'est beaucoup, plusieurs, c'est inacceptable. Donc, un report, pour que les gens s'asseyent autour d'une table et parler une même voix et trouver un consensus. Mais un consensus dans un respect réciproque, sans chantage, sans forcing,
hein, mais tout simplement pour l'intérêt supérieur de la nation. Alors, dernière question vraiment. Cette procédure judiciaire que vous avez enclenchée à la suite d'une accusation portée contre vous d'escroquerie, vous en êtes où? Ben oui, bon, finalement... Et selon l'accusation, Baïsis est mêlé à de l'escroquerie à plusieurs dizaines de millions de francs. Bon, je pense que vous aurez bientôt la réponse, parce que finalement, je l'ai porté par devant le procureur de la République, qui nous a entendus, et qui a entendu l'avocat, qui depuis 22 ans, hein, me court après pour du faux, et qui a réussi même à obtenir des faux, ce qu'on appelle de l'escroquerie au jugement. Parce que si vous obtenez un jugement sur la base de l'escroquerie, on l'appelle de l'escroquerie au jugement. Et que le procureur a pris ça en main et est en train véritablement de régler le problème. On a demandé à l'avocat d'amener son mandat, qu'il n'a pas, d'amener les papiers juridiques de son client aux États-Unis, qu'il n'a pas, une société qui est défunte depuis 2004, avant même qu'il se constitue. C'est cette société qui vous a accusé d'escroquerie. Voilà. Bon, donc, après 22 ans, il n'arrive pas à prouver quoi que ce soit pour une société qui est défunte dont le propriétaire est mort. Baïsis, merci. Bonne chance pour l'inauguration de ce complexe le 2 juillet. Merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas, moi, vous et toute l'équipe de ITV, iRadio, Imedia.sn, Besbi le jour. De vous être déplacé chez nous, à Kaolack. Et je pense que vous êtes arrivé à un bon moment où il ne fait pas très chaud. Ben oui, mais on me voit quand même transpirer. Mais si vous venez à Kaolack et que vous ne transpirez pas, c'est que vous n'êtes pas à Kaolack. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter cette émission, le jury du dimanche. iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne préférée, et votre site de référence Imedia.sn. Au texte justement Babacar Fall, à la photo Pape Doudou Diallo. Réalisation de cette émission, Babacar Ndiaye et son équipe, Iba Marsen, Nyankou, Moussa Dia, et puis il y a également l'accompagnement de Pinda, de la production, et d'Aïssatou Laye, du marketing. Réseaux sociaux, Biram Pouy, Fatima Taba. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain et merci Kaolack, à très bientôt.